dirais que ça a varié avec les années, en fait, parce que quand on a commencé à faire de la musique, on était au secondaire. Ça va faire plus que 15 ans maintenant. Fait que je te dirais que l'Internet, c'était MySpace et tout ça dans ce temps-là. Fait que c'est sûr qu'on était présent. Je sais pas à quel point ça a changé quelque chose, mais c'est sûr qu'on a contacté des gens par là. Puis ça a quand même débuté un peu, mais c'est sûr que là, dans les dernières années, avec Facebook, Instagram, YouTube et compagnie, tu sais, je pense que on a comme pas le choix d'être un peu présent partout, mais j'ai pas l'impression que c'est ça qui a fait en sorte que ça a vraiment fonctionné, nos affaires, à un certain point. C'est juste que c'est comme un incontournable, je pense, pour n'importe qui maintenant d'être présent sur Internet, là. Je pense que c'est difficile de faire de l'art puis de se dire que tu fais ça tout seul dans ton sous-sol puis espérer que ça marche. Et c'est une drôle de question parce que j'aurais dit live sans hésiter avant v'là 2 ans en fait, parce qu'on faisait beaucoup de shows puis je pense que c'était comme vraiment pour ça qu'on faisait de la musique. Mais je te dirais qu'avec les 2 dernières années, on a appris à tomber en amour plus avec le côté studio. Puis je te dirais que maintenant, je serais presque prêt à dire studio. Ben, je pourrais raconter en fait la dernière histoire de tournée qu'on a eue, qui est pas une histoire bien précise, mais qui est une succession de trucs assez drôles en fait. C'est comment qu'on s'est ramassé à aller jouer au Japon. Juste avant la pandémie, on s'est ramassé à aller faire une petite tournée de 5 dates au Japon. Puis c'est vraiment drôle parce que notre tour manager là-bas, c'était un Français qui parlait japonais. C'était vraiment dans un drôle de setup. Puis, tout ça a commencé, je l'avais rencontré à Rideau. Il avait dit qu'il y avait un dude de la délégation de Tokyo qui était là. Puis moi, je voulais savoir c'était qui parce que ça faisait une couple de fois qu'on allait en Asie. Puis je trouvais ça quand même le fun d'aller faire des shows en Asie. Fait que j'avais rencontré ce gars-là, je l'avais amené voir la vitrine de caravane à Rideau. Finalement, c'est ça, il avait trippé. On s'est réécrit, on s'est ramassé à aller faire une tournée au Japon avec ce gars-là. Puis pour vrai, on a vécu des péripéties. Là. C'était quand même fou d'avoir un gars qui t'amène un peu partout parce que il y a peu de pays, je pense, aussi des paysans que le Japon. Là, t'arrives là-bas, tout est en japonais, tout flash, tout est genre. C'est comme overwhelming. Puis là, nous, on était 4 petits blancs-becs qui chantaient en français devant genre des salles de japonais qui pigeaient pas trop tout ce qui se passait. Puis on jouait avec des bands, comme on peut s'imaginer, des bands japonais, là, super flyés avec des perruques qui passent d'un mosh part à un petit bout électro. C'était vraiment genre... c'était vraiment surréel. Puis tout de suite, quand on est revenu, on a commencé à entendre parler de la COVID. Puis là, ça a comme dégénéré après ça. Fait que c'est vraiment comme la dernière tournée qu'on a faite juste avant tout ça. Fait que c'est assez mémorable pareil. Et ça va sûrement être lié justement avec les trucs asiatiques encore. C'est sûrement en Chine, en fait. On a essayé plein d'affaires. Il y a comme eu une émission à un moment donné, je sais pas trop c'était quoi. On a participé à une émission, puis ils nous faisaient goûter à des trucs genre typiquement chinois, puis on a mangé, là-bas, ils mangent des vraies pâtes de poulet, là, c'est comme des chips, genre. Ils mangent ça comme vraiment de même, là, t'achètes des sacs à l'épicerie de pâtes de poulet, puis c'est comme un peu frit, en tout cas. Puis là, nous, on mangeait ça, puis c'est weird parce que là, tu sens les os brisés, genre, dans ta bouche, puis en tout cas, c'est vraiment de quoi de... c'est vraiment de quoi essayer, mais en même temps, je peux pas dire que j'ai vraiment aimé ça. Ça, c'est quelque chose qui a changé pas mal, je pense, avec les années en vieillissant. Je te dirais que quand on est jeune et un peu con, on pense que le succès, c'est justement devenir connu, c'est faire de l'argent, c'est être un peu partout, être adulé par le monde, tout ça. Je te dirais qu'en vieillissant, pour moi, le succès, ça se ressemble beaucoup plus vers des simples trucs, de juste se lever le matin, puis de faire quelque chose que t'aimes, puis d'être capable de vivre de ça, puis de pas trop
te faire prendre dans une espèce d'engrenage où tu perds un peu le contrôle de ta vie, ce qui m'est arrivé dans les dernières années, puis ce qui arrive à bien des gens. Je pense que pour moi, le succès, c'est ça, c'est d'être capable de garder le contrôle de sa vie, puis vraiment être capable de faire ce qui te fait plaisir à chaque jour de manière simple, pas nécessairement chercher la gloire et tout ça, parce que ça amène jamais dans un bon path dans la vie, je pense. Je dirais que les moments qui m'inspirent le plus, en fait, c'est à deux bouts du spectre, en fait. C'est soit des moments genre vraiment marquants là, qui changent une vie, là, des choses qui sont once in a lifetime, comme on peut dire, ou sinon c'est des trucs vraiment banals parce que je me rends compte que souvent dans les petites choses banales de tous les jours, il y a vraiment plus de beauté qu'on pense. Mon tatou préféré, je pense que ça serait un tatou que je me suis fait faire à New York, qui est comme une espèce d'orage, en tout cas des nuages avec un œil, parce que c'était comme pour symboliser que quand on était allé jouer au Fest à Gainesville avec les Hunters, on s'était ramassé dans l'ouragan Sandy, je pense, puis bref, notre vol avait été annulé, puis en tout cas on avait comme été obligé de revenir en char, puis on s'était comme fait tatouer en l'honneur de tout ça, puis encore à ce jour, c'est un de mes tatous que j'aime.